Vous écoutez Colombie Carnet Voyage, une émission des colombiessurmesure.com. Alors, chers amis, Medellín et sa transformation, c'est l'un des points les plus attirants quand on veut visiter la Colombie. Aujourd'hui, on va aborder exactement ce sujet pendant cette émission. Et puis, on va particulièrement parler de la Commune 13 et son rapport avec justement les accords de paix. Particulièrement, c'est lui qui nous invite justement à analyser ce phénomène sociopolitique comme une ouverture au monde, l'accord de paix de 2016 entre FARC et l'administration, le gouvernement colombien. Donc, bienvenue à cette émission de Colombie Carnet Voyage, Commune 13, un coup de cœur ou une piège touriste. Chers amis, on va commencer donc pour aborder le sujet de la formation des guérillas. Ensuite, on parlera de l'accord de paix. Et à la fin, on va justement aborder ce sujet de la Commune 13, comment ça s'est passé justement à l'époque, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et comment essayer de faire cette découverte de manière sympa, responsable, mais aussi en gardant justement cette compréhension du contexte de ce qui s'est passé il y a pas mal de temps. Donc voilà, commençons par la formation des premiers groupes justement des guérillas, justement un événement qui va bouleverser la société colombienne, a été justement les manifestations et la guerre civile développée à partir de 1948, justement un point de bouleversement à partir de l'assassinat d'un candidat indépendant, un candidat présidentiel qui aurait pu changer le pays d'une manière assez particulière, et surtout comment cet événement marquant, mais aussi l'incapacité de l'administration nationale, surtout quand on parle de justement l'inefficacité au moment de rendre des services fondamentaux comme justement l'éducation, c'est-à-dire le manque d'enseignants, le manque d'écoles, le manque de conditions en général dans le contexte rural, mais aussi justement le manque de services de santé. Comment petit à petit ce type d'événements commence à pousser à finalement ces groupes des paysans au début à se rassembler, se mettre justement en collectif et commencer à vouloir remplacer la fonction de gouvernement. C'est justement comme ça que commencent des premiers groupes comme justement FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui font un petit peu à cette époque-là ce qu'on appelait la Marquetalia. C'était justement un mouvement sociopolitique qui forme finalement une république parallèle à l'intérieur d'une zone rurale du pays. Et ils vont commencer justement à former son propre système. C'était exactement ça, un système anti-système, surtout un système influencé de idéologie marxiste-léniniste. Et justement, leur objectif au début, c'était remplacer les fonctions de gouvernement, construire justement de manière collective pour les paysans, les routes, les maisons, et surtout créer les conditions idéales pour que du côté sécurité, ça pourrait bien se dérouler à l'intérieur de ces espèces de républiques internes ou parallèles à l'intérieur du territoire colombien, mais que petit à petit, ça commence à dégénérer, malheureusement, et ça commence exactement à pousser de manière violente les personnes parce que, justement, ça devenait un système extorsif et violent qui commençait à pousser les gens et les obliger à quitter leur petit village. Et ils arrivaient en général et d'habitude sans rien, avec uniquement un identifiant, avec que un petit sac, avec ce qu'ils pouvaient porter à la main dans les grandes villes du pays. Bogota, Medellín, Cali commencent à développer exactement leur vie en ville à partir de cet exodus des personnes qui quittent la campagne pour avoir une meilleure vie, loin justement du conflit, dans le contexte rural. Mais malheureusement, ça commence justement à poursuivre les personnes qui quittaient le territoire, et dans les bidonvilles à l'extérieur, dans les périphéries de ces villes en particulier, commence à se former justement
de centres populaires qui, au début, correspondent exactement aux paysans qui quittent la campagne et qui veulent s'installer justement dans un contexte un petit peu plus proche des boulots et des centres urbains, mais que petit à petit commence à grandir tellement que ça devient des espèces de labyrinthes où le crime, le besoin et le manque d'opportunités explosent et font, encore une fois, développer des guérillas à l'intérieur de centres urbains. Particulièrement, la commune 13 a cela comme contexte, absolument aucun rapport avec justement les malfaiteurs des cartels des drogues, pas de relation particulière avec notamment le cartel de Medellín et ce qu'on appelle aujourd'hui la commune 13. Surtout à l'époque, c'était cela, le contexte assez complexe et difficile à la commune 13. D'abord, la présence des groupes illégaux d'extrême gauche et puis justement les opérations militaires menées par l'administration et la mairie et surtout à l'époque le président de la République dans les années 2000 commence justement à diriger des opérations militaires que malheureusement du côté de l'armée, des généraux de l'armée à l'époque, ça va impliquer même l'alliance avec des groupes illégaux d'extrême droite, des groupes mercenaires qui étaient justement responsables de mener les activités illicites lors de leurs enquêtes, dans leur effort de se débarrasser de la présence des groupes d'extrême gauche. Ils vont faire des alliances malsaines avec des groupes paramilitaires notamment qui vont faire le sale boulot, les questionnements, les signalements et les assassinats, les tortures à partir de finalement espionnage et signalement à l'intérieur de la commune 13. Il s'agit justement de époques très 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 pénibles parce qu'on peut finalement faire le parallèle avec justement l'époque où en France particulièrement on s'accusait les uns les autres d'être des collabos ou non avec justement le régime nazi et donc finalement ça crée des sacrées dynamiques assez perverses à l'intérieur de justement la commune 13. C'est vrai qu'il s'agit d'une époque assez récente, il s'agit justement de thèmes qui ne sont pas traités dans le curriculum scolaire, il s'agit de thèmes qui sont assez sensibles dans un pays comme la Colombie où le métier de journalisme et exprimer son opinion politique devient pendant longtemps assez dangereux et donc aujourd'hui c'est un sujet qui est beaucoup plus ouvert mais qu'à l'intérieur de la commune 13 lorsqu'on va poser la question on va trouver justement des opinions justement contraires, des opinions qui vont justement dans tous les sens et des personnes qui disent que ces opérations militaires en particulier avec l'aide des groupes paramilitaires ont eu des résultats positifs et forcément il y aura des personnes qui vont reconnaître justement ces événements comme justement des crimes contre l'humanité et justement des opérations militaires menées dans un contexte urbain de manière justement malsaine. Donc des crimes qui ont été commis et surtout dirigés par l'administration à l'époque. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vrai que la commune 13, c'est plutôt le deuxième site le plus visité de la ville de Medellín, après forcément la place Botero. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, on a une connotation assez différente. On a finalement, ça dépend de la saison, mais entre 20 et presque 35 000 visiteurs par mois à la commune 13. Et donc, absolument, ça correspond à justement un site que beaucoup de personnes pouvaient ou pourraient apprécier à cause de son énergie, son vibe, la musique un peu, et surtout si on arrive à comprendre le contexte historique en général, on pourra justement identifier que c'est beaucoup plus intéressant ce qu'on voit aujourd'hui avec les galeries d'art, les groupes danseurs, les collectifs de rappeurs, les artistes qui sont sur place et qui mettent leurs travaux et leur inspiration sur les murs des maisons de la commune 13. Les habitants de plus en plus sont
justement censé à inviter plutôt les artistes à mettre des belles pièces de muralisme et des tags et des graffitis de street art plutôt et différentes façons d'expression dans leurs murs et pas comme justement à l'époque où exactement ça faisait peur exactement les tags et les graffitis à la Commune 13 parce que justement les premiers groupes qui sont arrivés, des factions de EPL, Armée populaire de libération et même des factions de FARC ont justement fait des tags et des représentations de visage de Che Guevara pour montrer leur affiliation politique et ça craignait plutôt lorsqu'on voyait ce type de manifestations dans les murs, on parle des années 80. Donc c'est vrai aujourd'hui les amis, il y a des opinions un peu rencontrées, il y a de plus en plus des personnes qui préfèrent lorsqu'ils se rendent à Medellín d'organiser justement des visites un petit peu soit des visites un peu qui permettent une comparaison de faire la Commune 13 et puis justement se rendre dans des sites un petit peu moins touristiques et beaucoup plus authentiques, ou on peut tout simplement essayer de faire un peu la Commune 13 avec justement un touch un petit peu différent, avec justement soit une visite à une petite initiative gastronomique locale, soit manger chez l'habitant, soit justement se mettre directement en contact avec l'un des plus sûrs collectifs qui promeuvent exactement les activités sympas à l'intérieur de la Commune 13, soit liées à la musique urbaine, soit liées à la culture afro-colombienne très 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 présente à l'intérieur de la Commune 13, ou pourquoi pas justement vous pouvez vous mettre en contact avec l'un des projets gastro qui font justement de l'impact social à l'intérieur de cette superbe quartier. Alors chers amis, on est passé justement un petit peu de petits passages, on a fait un petit parcours, comment les premiers groupes de guérilla se forment à partir des années, fin des années 40, apparaissent des groupes comme, à l'époque apparaissent des groupes comme FARC, ELN, encore justement présent dans pas mal de parties des jungles et des coins remotes du pays, encore aujourd'hui en 2024-2025, ils sont particulièrement en ce moment dans des négociations avec l'administration actuelle. Le président Gustavo Petro propose à partir de son arrivée, et ça fait 2 ans de mandat, qu'il propose justement quelque chose de très ambitieux, justement ce qu'on appelle l'accord de paix total, c'est-à-dire se mettre à négocier avec absolument tous les groupes, gauche, droite, et même justement des structures liées au trafic de drogue pour que ça s'arrête justement et pour que on établit justement les conditions pour pouvoir continuer à construire envers justement la réconciliation et la paix du pays, même si justement ces groupes participent, c'est vrai que c'est justement un sacré boulot à surmonter et des défis justement à encore achever, parce que finalement ce n'est pas quelque chose de pour l'instant concret. Donc voilà, la formation des groupes guérilleros en Colombie, c'est un sujet assez difficile à aborder. C'est un sujet qui commence exactement dans le rural, s'installe dans le contexte urbain, et petit à petit, différents groupes justement sont passés par des accords de paix particulièrement. Je peux justement vous parler de ce qu'on appelait à l'époque le M19, le groupe guerrier dont l'actuel président faisait partie à Los Angeles, et particulièrement eux, ils se transforment en mouvement politique dans la Union Patriotica, et finalement ils font partie justement de même la rédaction de la constitution qu'on a à l'époque, en ce moment en Colombie, la constitution de 91. Une partie justement de cela, de l'équipe de rédaction, ont été des ex-membres de M19. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet assez complexe. Particulièrement, l'accord de paix de 2016 nous a ramené des moments de transition particulièrement spéciaux pour la Colombie, vu que le plus puissant groupe d'extrême gauche, la guérilla la plus influente
a signé justement la paix avec le gouvernement de Juan Manuel Santos. Et pour nous, cela a représenté justement un moment justement de calme et un moment, même si très controversé, vu qu'au début, on l'a mis sous un référendum, en consultation populaire, et pour un très petit marche, 51% des Colombiens ont voté contre les conditions de cet accord de paix. C'est vrai qu'après, justement, cela a été justement adapté, justifié, et c'est vrai qu'à travers le Congrès, on a fait justement approuver quelque chose d'absolument nécessaire, un accord de paix qui implique 5 points de négociation. Tout d'abord, justement, une réforme de terre absolument nécessaire pour, par exemple, la création d'un système de cadastre fidèle qui permette justement d'établir quelles terres appartiennent à quelle personne en Colombie. C'est quelque chose de très, très, très fondamental, surtout parce que autrement, ça serait très convenient pour les business illégaux, pour les business illicites. Deuxième point de négociation de l'accord de paix en 2016 entre FARC et le gouvernement colombien a été justement une participation politique, donc exactement comme je venais de vous expliquer. FARC, ainsi comme l'ancien groupe guerrilleros qui a passé en tant que rédacteur de la constitution qu'on a aujourd'hui, FARC ne sera plus une guérilla et sera à partir de ce moment-là un parti politique. Et donc c'est justement un deuxième point hyper fondamental, la participation politique. Troisième point de négociation de l'accord de paix de 2016 a été précisément l'amnistie, c'est-à-dire comment ces groupes guerrilleros ont rendu 7000 fusils justement pour faire preuve qu'ils voulaient justement travailler envers la paix. Ils se sont plutôt installés dans des territoires particuliers, dans des terrains qui sont reçus de la part de l'administration pour qu'ils puissent justement continuer et se réhabiliter et se réinstaurer dans la société colombienne. Et aujourd'hui, on a des superbes exemples comme par exemple le groupe de Remando por la Paz, où justement des ex-membres des guérillas ont permis justement l'ouverture de nouveaux territoires dans le contexte national. Et aujourd'hui, ils dirigent des activités touristiques de rafting. Donc c'est quelque chose d'incroyable, de très symbolique. Et encore une fois, ce n'est pas une manière de romantiser le conflit ou de romantiser un petit peu les activités criminelles. C'est une manière d'accepter comment justement on peut justement quitter les armes et justement accepter de changer sa vie, et finalement comment cela a absolument un impact positif, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes, beaucoup de Français, beaucoup d'Américains, beaucoup de personnes du monde entier peuvent justement se dire on a fait justement de rafting une activité sportive, une activité sympa, une activité justement de très bien, avec justement des personnes qui ont justement repris leur vie, qui ont été justement anciennement des méchants et qui ont décidé de se réhabiliter en société. Et donc c'est un beau exemple de les impacts positifs de l'accord de paix de 2016, particulièrement pour tous les Français et les francophones qui nous écoutent.